Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée au livre Chaos Rising, premier volume de la trilogie Tron Ascendancy de Timothy Zahn. Ici Francis, et pour discuter de ce livre, je suis accompagné de Jean-François Richard. Bonsoir Jean-François. Salut Francis, bonsoir à tous. Et de Sébastien Minot. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Francis, bonsoir JF, bonsoir tout le monde dans le chat. Donc, allons-y avec un rapide WhatsApp. Messieurs, quoi de neuf côté Star Wars dernièrement? Mettons qu'on va avec GF. Ok, côté Star Wars, ben juste une chose, pour moi, c'est le jeu Squadron. Que j'ai adoré au début, mais que je suis plus capable de jouer. Et voilà, c'est juste ça que je veux dire. T'auras l'occasion d'en reparler dans un Star Wars Gamer. Exactement, c'est ça, je vais garder ma critique pour le Star Wars Gamers. Et de ton côté, Sébastien? Ben, pas grand chose niveau Star Wars. J'ai eu la chance de jouer à Unlock, Star Wars Unlock récemment. Donc, pour ceux qui l'ont pas encore écouté, on va en reparler dans 30 secondes, mais vous allez pouvoir aller écouter notre merveilleuse critique à moi et Julien sur Star Wars Unlock dans notre dernier Star Wars Gamers. Et cette semaine, il y a eu quand même 2 annonces qui m'ont super gros excité. Parce que moi, en 2020, je fais partie des quelques millions de personnes qui ont eu la chance d'aller à Disney World et d'aller visiter Batuu et de ramener et d'adopter un petit droïde. Et puis là, cette semaine, Disney ont annoncé que toutes les pièces pour éditer votre droïde vont être disponibles à la vente. Donc, si ça vous tente de changer la tête de votre droïde, vous allez pouvoir le faire. Mm-hmm. Fait que ça m'a vraiment excité parce que je trouve que c'est le fun. On va pouvoir faire plusieurs mix and match, c'est vraiment cool. Puis l'autre nouvelle qui est tombée aujourd'hui, Batuu Est, comme Batuu West avait déjà fait, donc à Disney World, on va pouvoir acheter juste des pièces de sable laser. Donc, si vous avez déjà acheté un sabre puis que vous revenez avec votre reçu, vous allez pouvoir acheter des pièces à 20$ chaque pour pimper votre sabre laser. Donc, vous allez pouvoir mélanger comme les 4 types. Là. Donc, ça, c'est vraiment le fun parce que c'est quelque chose qui était malheureusement pas possible avant à Disney World. Et moi, ça m'a coûté comme un deuxième sabre là, pour pouvoir faire comme un sabre comme que je le voulais avec les pièces que je voulais. Ouais, effectivement, j'imagine que c'est dû à la baisse d'achalandage quand même d'un parc. C'est différent. Il y a certainement un lien par rapport à ça, mais je pense que c'est un plus pour les fans, puis moi je vais prendre ça du bon côté des choses. Ouais, effectivement, très bonne nouvelle. De mon côté, dernièrement, évidemment, comme GF puis plusieurs, il y a Squadron. De mon côté, j'ai complété la campagne au complet. Hein, vous le savez, moi, c'est beaucoup les histoires qui m'intéressent. J'ai pas beaucoup joué encore en ligne, mais je crois comprendre GF. En tout cas, c'est un jeu technique. Il nous l'avait annoncé comme un jeu technique et c'est technique. Effectivement, c'est pas très arcade. Et sinon, encore aujourd'hui, je travaille sur mon petit projet littéraire de recueil de nouvelles Star Wars intitulé Dans l'ombre. Donc, ceux qui n'ont aucune idée de quoi je parle, je vous invite à aller soit sur des groupes comme Star Wars Geeks Québec, Star Wars Littérature Québec. Je l'avais mis sur notre Discord aussi pour aller voir de quoi il est question. Donc c'est ça, un petit projet personnel qui semble emballer plusieurs personnes. Fait que je remets un petit peu d'énergie là-dedans. Et c'est ce qui fait pas mal le tour. Si on regardait du côté des émissions récentes, on a mentionné tantôt le Star Wars en direct Gamers sur les jeux Star Wars Unlock. Émission de Julien et Sébastien, et en même temps on vous rappelle qu'il y a un concours pour gagner votre exemplaire. Concours par contre on précise qui est cette fois-ci uniquement pour le Québec. D'habitude c'est plus l'inverse, c'est plus en France. Cette fois-ci c'est pour le Québec seulement.
Québec et Canada, hein, je pense, si vous êtes dans les autres provinces. Et je crois qu'il reste quelques jours, donc empressez-vous d'aller sur notre Facebook, là, voir les termes du contrat, on va dire, donc comment participer au concours. Sinon, on avait aussi récemment un Star Wars en direct littérature sur les albums 10 et 11 de la série principale là, Star Wars, du côté de Panini. On avait un autre Star Wars en direct Gamers sur les Sims 4, la surprise de plusieurs. Hein. Donc il y a eu un add-on, une extension, un DLC voyage sur Batuu, justement. Donc pour les gens qui n'ont pas la chance, comme Sébastien, d'être allé voir les parcs en vrai, ben là vous avez l'occasion de le faire en faux. Mais c'était quand même très, très intéressant, puis j'étais quand même surpris de voir à quel point il y avait bien... recréer le parc, en tout cas, si on comparait avec des images. Moi, je suis pas allé, justement. Et côté Star Wars 101, ben, on est encore en mode reprise, donc en attendant les nouveaux épisodes, donc un épisode chaque semaine sur Facebook. Et sur ce, messieurs, on va passer en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, avant de passer au sujet principal de notre émission de ce soir, JF, si tu nous parlais un peu des actualités littérature Star Wars qu'on a en ce moment? Oui, écoute, côté littérature, c'est quand même assez tranquille ces temps-ci. On a su deux choses. Premièrement, il y a eu l'annonce des auteurs du livre The Empire Strikes Back from a Certain Point of View. Donc, ils avaient fait la même chose pour A New Hope il y a 2 ans, je crois. Donc, parmi les auteurs qu'on a pour ce livre, il y a Gary Whitta, qui est celui qui a fait Rogue One. Qui fait justement, c'est quand même un bon lien, il fait une histoire sur Rogue 2. Donc, Rogue 2, qui est le personnage Zev Senesca, qui est celui qui trouve Han Solo lorsque Han Solo va recherche Luke sur Hutt. Il y a aussi, c'est quoi son nom? Delilah Dawson, elle qui va faire une histoire sur le Tauntaun de Luke. Okay. Alors, on peut voir qu'il va y avoir encore des histoires farfelues un peu. Ouais, sinon, il y a une autre auteure qu'on a déjà lu dans Star Wars, qui est Christy Golden. Elle qui va faire une histoire sur le général Veers. Et la dernière auteure que j'ai remarqué, en tout cas, qui avait déjà écrit pour Star Wars, il y en a 2. Il y a Jason Fry, que je pense qu'on le voit encore. Lui, il fait une histoire sur Wedge. Et l'autre, c'est... attendez un instant, je cherche le nom. C'est John Jackson Miller, qu'on a vu... ça fait quand même un bout qu'il n'a pas écrit pour Star Wars, qui fait une histoire sur Ray Sloan. Donc, ça devrait être... cette histoire-là, au moins, ça devrait être pas si pire. Mais non, sinon, encore une fois, il va sûrement avoir des histoires farfelues comme il y avait pour le livre A New Hope. Donc, ça me fait un peu peur parce que j'ai pas apprécié le New Hope. Donc... Mais bon, il y a quand même eu de bonnes histoires dans celui de New Hope. Mais avec ceux que tu viens de nommer là, sur Wedge, sur Ray Sloan, déjà ça m'intéresse plus que moi aussi l'impression que j'avais eu après la lecture là, du premier. Ouais, c'est ça. D'après moi, ils ont dû... Parce que les critiques n'avaient pas été très bonnes pour le premier, fait que je pense qu'ils ont réenligné un peu... du moins j'espère là, le type d'histoire qu'ils vont offrir. Au lieu de se concentrer sur vraiment une séquence du film, là, je pense que ils vont aller plus en détail dans les personnages. Je pense que c'est ça qui va être plus intéressant. Alors, on invite dès maintenant tous nos auditeurs à un futur épisode exclusivement dédié au Tauntaun de Luke. C'est ça, exact. Un épisode de 4 heures. Qui sera probablement la meilleure histoire de ce livre-là. Probablement, C'est bon, toi, Seb, tu vas être en charge de l'imitation du Tauntaun. Oh, ouais, ça, c'était plus Chewie qui chevauche le Tauntaun. Ouais, ou un Wampa. Non, Chewie, c'est... Ce n'est plus Wampa que Tauntaun, mais ouais. Hey, là. Donc, c'est ça. Sinon, ils ont juste parlé brièvement de High Republic qui débute au mois de janvier. Donc, ils ont publié le texte déroulant du premier livre de High Republic, que j'ai malheureusement pas devant moi le texte, donc je peux pas le lire. Mais bon.
De Charles Soule, ouais. Ouais, Charles Soule. Puis ça me fait penser, c'est intéressant parce que sans qu'il l'annonce, on a aussi eu une date pour les 2e romans. Fait que prévu pour juillet 2021. Donc, je dis les 2e romans parce que dans le fond, ça va être un 2e adulte et un 2e young adult. Puis, tu sais, ça montre que c'est vraiment là, pas rien qu'un coup d'un soir, là, ce projet-là. Là, tu vois qu'ils sont déjà en train de travailler ça à la suite. Fait qu'on peut vraiment s'attendre quand même à une série là, conséquente. Là. Je pense que c'est ce que beaucoup de gens espéraient. Et, ouais, puis c'est... Ouais. J'allais dire, autre fait intéressant, c'est ça que cette fois-ci, il donne la chance à Charles Soule d'écrire un roman adulte. Donc, un auteur qu'on a vu uniquement en comics jusqu'à maintenant. Puis pour la 2e série, on va dire, là, pour le 2e roman adulte, ça va être Cavan Scott, qu'on a vu beaucoup dans le jeunesse, mais qu'on n'avait pas vu encore dans le stock adulte. Donc, je trouve ça le fun, là, justement, c'est ça, de voir ces 2 auteurs-là débarquer dans le roman adulte. En tout cas, j'espère que ça va être à la hauteur de ce qu'ils faisaient là, en comics et en roman jeunesse. Quelqu'un qui avait demandé... j'avais vu ça sur un des posts de Star Wars en direct qui demandait si ça voulait dire qu'il n'y avait rien entre le roman du mois de janvier de Charles Soule puis celui du mois de juillet, mais comme tu as mentionné, il y a des romans pour jeunes adultes qui vont apparaître. Il y a celui de voyons, j'ai oublié son nom là. Justina l'auteur qu'on adore. Non, l'auteur qu'on aime bien qui écrit Princess Leia, Princess of Alderaan. Claudia Gray. Merci beaucoup. Claudia Gray, puis aussi la série de Marvel qui va paraître et tout. Donc, il va y avoir beaucoup de publications de High Republic jusqu'à ce que le 2e roman paraisse au mois de juillet. Oui, puis on va avoir aussi le 3e Escadron Alphabet. Donc, le volume final de la trilogie de Alphabet Squadron qui est prévu, si je ne me trompe pas, pour le printemps. Donc, c'est ça. Quitte à peut-être autre chose aussi là, pendant l'hiver qui n'est pas encore annoncé. Là, c'est pas comme s'il y avait tout dévoilé encore. Là, justement, ces dates-là de juillet, je pense pas que ce soit sorti de façon officielle. C'est uniquement, là, je pense, sur Amazon ou quelque chose comme ça là, que les gens sont allés pêcher ça. Ouais, ben c'est ça. Je pense qu'aussi avec la situation dans laquelle on est, ils peuvent pas vraiment mettre de date fixe parce que les choses peuvent changer. Ben c'est ça, déjà les rapidement. 2 romans du mois de janvier étaient censés être en septembre, puis ils ont été retardés. Ouais, c'est ça. Fait que assez perdu de temps, même si c'est toujours très agréable sur cette partie des actualités. On va passer à notre sujet principal qui est le tout nouveau roman de Timothy Zahn. Et je demanderai à Sébastien de nous faire la lecture du synopsis, s'il te plaît. Au-delà des bordures de la galaxie, s'étendant les régions inconnues, chaotiques, non répertoriées et presque infranchissables, avec autant de secrets et de dangers cachés, et niché au milieu de ce chaos se trouve l'Ascendance, terre des énigmatiques Chiss et des 9 familles régnantes qui les dirigent. La paix de l'Ascendance, un phare de calme et de stabilité, est ébranlé après une attaque osée contre la capitale Chiss, ne laissant aucune trace de l'ennemi. Déconcerté, l'Ascendance déploie l'un de ses plus jeunes, brillants officiers militaires pour débusquer les assaillants invisibles. Une recrue née sans titre, mais adoptée par la puissante famille des Mythes et appelée Tron. Avec la puissance de la flotte d'expansion à ses côtés, et avec l'aide de sa camarade, l'amiral Arlani, les réponses commencent à tomber. Mais alors que le premier commandement de Tron le plonge profondément dans la vaste étendue de l'espace que son peuple nomme le chaos, il réalise que la mission qui lui a été confiée n'est pas celle qu'elle semblait être. Et la menace envers l'Ascendance ne fait que commencer. Pam pam pam. Excellent. Et avant de passer à nos critiques, messieurs, critiques sans spoilers, parce qu'on va rappeler comme d'habitude qu'on va faire une première partie d'émission sans spoilers, et donc même si vous n'avez pas pris le livre déjà, on va tout à fait vous avertir, là, s'il faut, on va vous mettre une alarme pour vous dire que là on passe en spoilers, donc vous pourrez revenir par après une fois que vous aurez complété votre lecture. Quelques infos techniques avant de se lancer. Donc, évidemment, on l'a dit, c'est par Timothy Zahn. Je pense que c'est pas tant la peine de faire un récapitulatif des œuvres Star Wars qu'il a fait jusqu'à maintenant, parce que l'émission va être trop longue. Cette fois-ci, côté chronologie, on est en moins 20. Donc, pour vous situer, on est en plein milieu de la guerre des clones, du côté, évidemment, du reste de la galaxie.
On parle d'un roman de 400 pages dans sa version originale, donc un 15 heures en audiobook. Pour vous donner une comparaison là, d'une autre critique récente pour Queen's Shadow, on était autour du 6 heures. Donc ça vous donne une idée de la différence de contenu. Et je vais faire un petit rappel rapide des notes qu'on avait données, messieurs, pour les trois tomes, on va dire, les 3 Thrawn précédents de Timothy Zahn. Donc le Thrawn éponyme, Thrawn Alliance et Thrawn Trahison, qui sort d'ailleurs en français, je crois, dans un mois, si je ne me trompe pas. Donc, du plus récent au plus ancien, toi et moi, JF, on avait critiqué Trahison, on lui avait donné un 90% tous les deux, donc un 18 sur 20, ce qui était quand même une très bonne note. Avant ça, pour le Alliance, on avait un peu moins aimé, on avait parlé de 17 sur 20 de ton côté, JF, et 14 sur 20 pour moi. Donc un peu déçu de celui-là. Et pour le premier, on va dire, pour le canon évidemment, pour le premier Thrawn, JF, tu lui avais donné un 17 sur 20 et moi, j'y avais carrément donné un 20 sur 20, un 100%. Puis Sébastien avait donné un 18 sur 20. Exactement, 18 sur 20. Toi, Sébastien, Alliance et Trahison, comment tu les avais trouvés? Je les avais quand même appréciés. Je dois dire que Alliance, la manière dont l'histoire était découpée, ça mêlait un peu. Fait que je serais pas mal d'accord avec votre 17 sur 20 là, à GF, au 17 sur 20 de GF puis Danny. Juste à cause du style de storytelling qui est un peu non usuel. Puis Thrawn Treason, je suis quand même d'accord avec le 18 sur 20. C'est quand même une histoire qui est intéressante à suivre là, par rapport à comment est-ce que ça a été apporté. Mais en fait, je pense que je mettrais plus un 17 parce que je garde le 18 pour Thrawn. Le début là, qui m'a vraiment émotionnellement bouleversé. Oh, à ce point-là. Ben écoutez, messieurs, on prendra pas plus de temps sur ça, on va passer tout de suite à vos critiques, et je précise encore une fois, sans spoilers, hein, bien sûr, on reviendra sur les nombreux spoilers, retournements de ce livre-là plus tard. Fait que si on y allait tout d'abord avec toi, JF, comment t'as trouvé Chaos Rising? Ben de mon côté, écoute, on le sait, hein, ça fait quelques années que Timothy Zahn a eu la chance de réintroduire lentement une grande partie de l'histoire de Thrawn, qu'on avait même des chists qu'on avait un peu connus avec l'univers étendu, l'univers légende. Donc, puis même avec la trilogie qu'on a vue qui s'est terminée par Trahison, ben il avait comme réintroduit Thrawn, comment que Thrawn avait rejoint l'Empire et tout. Je dois dire que ce livre-ci, Chaos Rising, est totalement différent de ce que vous avez lu auparavant. Honnêtement, si le titre Star Wars n'était pas... Si Star Wars n'était pas marqué sur le livre, on n'aurait jamais pensé que c'était un livre Star Wars. C'est vraiment... c'est un excellent livre de science-fiction. C'est un très bon livre de Star Wars. Mais comme je vous dis, c'est pas un livre typique de Star Wars. Donc si vous voulez là, les livres comme les livres qu'on a connus dernièrement... Là, l'histoire de combat entre le bien, le mal, les Sith, les Jedi, blablabla, c'est absolument rien de ça. Moi, je trouve que le livre, même des fois, ça fait passer un peu comme un genre d'encyclopédie, qui est une encyclopédie sur la civilisation Chiss. C'est vraiment le focus du livre. Donc, c'est comme je dis, moi, c'est l'effet de surprise dans le sens que c'est vraiment... quelque chose qu'on n'avait pas vu encore dans l'univers canon qu'on a en ce moment. Depuis, ça fait quoi, 6 ans à peu près là qu'on a passé de l'univers légende à l'univers canon. On a eu des bons livres et tout, mais quelque chose de vraiment là, qui sort là, d'un autre, complètement d'un autre champ, là, comme on peut dire. Là, c'est ce livre-là et je dois dire que ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Pour moi, en tout cas, j'ai trouvé... je commençais à être un peu tanné de ce qu'on lisait depuis quelques années dans l'univers canon. Puis vous le savez, moi je suis un fervent amateur de l'univers légende, donc j'ai vraiment adoré des notions qui ont été réintroduites
que Timothy Zahn avait un peu abordé dans l'univers légende, mais de réintroduire les schistes, mais surtout en tant que société, ce qu'on n'avait pas vu justement depuis l'univers légende. Donc ça, c'est vraiment... J'ai vraiment apprécié. C'est un peuple qui est super intéressant. Un peuple qui... comment je peux dire, sont fiers. Hein? C'est un peuple qui est fier, ils ont une attitude cruelle, c'est des tacticiens. Mais c'est drôle parce que le livre commence à montrer que malgré tout leur... comment qu'ils sont contrôlés et tout, tu commences à voir là, qu'il y a des cracks dans ce qui se passe dans leur société et tout. Puis c'est ça qui, je pense, qui va amener les surprises dans les prochains livres. Parce que, faut le dire, ça en est dans les spoilers pour le moment, mais il n'y a pas vraiment d'histoire comme telle. Je veux dire, il n'y a pas un vilain que tu reconnais, puis t'es comme, ok, ça c'est des vilains, là il va arriver quelque chose, ils vont les attaquer, c'est beaucoup plus le développement de la société schiste qu'autre chose. Puis même puis moi l'affaire que j'ai trouvé intéressant, même si c'est Tron, j'ai trouvé que Tron c'est pas vraiment c'est pas lui le personnage principal du livre, c'est ceux qui entourent Tron. Surtout si vous avez aimé la trilogie précédente et vous avez aimé comment il s'appelle Ar-Alani, excusez, j'ai de la misère à le dire. Bon, ben, Amiral Ar-Alani. Oui, Amiral Ar-Alani. Elle est encore plus présente dans cette histoire-ci. On la voit aussi dans des flashbacks, parce qu'il faut le dire que ce livre-là aussi, il y a comme deux types de lignes de temps. Il y a le présent, puis il y a des moments qu'on entend, pas qu'on entend, mais qui se jouent comme en flashback. C'est comme des mémoires, des souvenirs un peu de Tron et tout. Mais c'est Ar-Alani qui navigue tout ce qui est le côté politique, militaire. C'est vraiment incroyable. Et il développe aussi encore plus ce qu'on avait appris dans la trilogie précédente, qui est les Skywalker, qui sont donc des schistes qui sont capables de naviguer dans l'hyperespace et tout, ils sont capables de naviguer dans les différents espaces. Et la chose, et là, je ne vais pas aller dans les spoilers, fait que je pense que je vais peut-être attendre, mais je veux qu'on en reparle parce que j'ai trouvé ça super intéressant. Sinon, juste pour dire, les deux autres personnages principaux, il y en a un qui s'appelle Talias et l'autre qui est Cherry, j'imagine, c'est le même qu'on le prononce. Cherry, ouais. Cherry, ouais, ok. Parce que je l'ai pas écouté, celui-là, je l'ai lu, fait que je savais pas trop comment il le prononçait. Donc, eux autres, c'est deux Skywalker, justement, qui jouent un rôle assez important aussi dans l'histoire. Donc, ces trois personnages-là, et qui sont des personnages féminins, faut le mentionner, ils gravitent autour de Tron, et c'est ça qui fait que le livre est vraiment bon. Je sais pas comment c'est dur à expliquer, là. J'ai comme un paquet d'idées qui sortent tout croche, là, mais dans le fond, c'est un livre qui n'a pas vraiment d'histoire, qui n'est pas vraiment sur Tron, mais qui est sur la société de Tron, les schistes, et qui se lit un peu comme une encyclopédie. Je sais que le monde qui m'écoute est là, okay, ça a l'air. C'est plate en tabarnak. Mais je vous le dis, ça marche. Ça marche parce que la façon que Timothy Zahn l'écrit, c'est le même type d'écriture. Puis, on le sait, Zahn il est fort pour vraiment là, les détails. Quand il explique quelque chose, mettons, il explique un vaisseau, il va vraiment tellement bien le décrire que tu vas t'imaginer que tu es dans le vaisseau. Fait que c'est la façon que que Zahn l'écrit, c'est ça qui fait que le livre fonctionne. Et ça fonctionne parce que ça fait des années que ça n'a pas été fait. Puis en tout cas, moi je trouve que c'est ça qui fait que le livre fonctionne parfaitement. Et là je le dis, c'est le meilleur livre que j'ai lu de l'univers canon jusqu'à présent. Ok, à ce point-là. De tous les livres. Ouais, moi j'ai adoré. J'ai hâte de voir la suite. Puis comme je dis, même s'il n'y a pas grand-chose qui se passe, que t'es comme, oh, ok, la suite ça va être excitant. Je veux dire, il y a quand même deux autres livres qui s'en viennent, fait que c'est sûr qu'il va y avoir plus de l'histoire, veut pas, elle va accélérer dans les prochains livres. Moi, je pense que c'est plus le premier livre, c'est comme une mise en scène pour ce qui s'en vient. Donc, ouais, c'est ça. Je pense que j'ai assez parlé, là. J'ai vraiment adoré. Bon, fait que JF a vraiment adoré.
J'ai vraiment adoré, je l'ai dit encore, j'ai vraiment adoré. Tu l'as-tu aimé, JF? Non, pas du tout, finalement, c'est très plate. Ok, puis toi, Sébastien, de ton côté, est-ce que t'as vraiment adoré le livre? Oui, je l'ai vraiment adoré, mais j'ai pas du tout trouvé que c'était comme une encyclopédie sur les chess. Non? Ouais. Même si je comprends quand même d'où viennent les sentiments de JF, là. J'irais presque jusqu'à le comparer à Shogun pour ceux qui ont lu le livre basé sur les histoires japonaises. Mais je vais quand même y aller tout de suite avec un truc qui est non spoiler, là, puis dire que JF a pas tort dans la description d'une certaine complexité qu'il y a à l'intérieur du livre pour donner un bon backstory à tous les personnages qu'on a découverts dans les derniers livres. Donc que ça soit Tron, que ça soit Aralani, que ça soit quelques autres personnages là, qu'on a entrevus passer. Donc ça en devenait tellement mêlant que l'éditeur lui-même, qui s'était fait un cheat sheet pendant qu'il éditait le livre, a décidé de faire une page de Dramatis Personae au début du livre pour que les gens puissent comme comprendre c'était qui les personnages principaux, puis un peu d'où est-ce qu'ils venaient, puis tout le kit. Donc ça c'était quand même intéressant. Puis ce que j'aime de ce Dramatis Personae-là, c'est qu'ils ont rajouté aussi des détails concernant l'ascendance Chiss. Donc, on a les noms des 9 familles qui règnent sur l'ascendance. On a les rangs qui existent au niveau des familles. On a aussi une certaine hiérarchie politique. Donc, ça, c'est toutes des choses qui sont intéressantes puis qui aident un peu mieux à comprendre tout ce qui se passe dans le livre. Puis qui est-ce qui est placé comment, etc. dans tout le livre. Là. Donc, moi, je trouve que c'est un super bon livre d'introduction pour une trilogie. On sait que c'est une trilogie, puis je pense que c'est le premier livre qui est là pour mettre en place une fondation pour une histoire qui va être vraiment intéressante. Puis vraiment différente de ce qu'on connaît, justement, parce que comme JF disait, ben tu sais, c'est pas nécessairement bien mal, puis les Jedi, puis les Sith. Donc ça fait que ça rend les choses intéressantes. Ça fait différent. Ça fait très différent. Par contre, je pense que oui, il y a quand même un ennemi distingué qui est omniprésent à l'horizon, mais qu'on connaît pas nécessairement à 100% dans le livre. Non, c'est ça. Donc, je vais m'en tenir à ça pour la version non spoiler. Puis dire que c'est un excellent livre qui vaut définitivement la peine d'être lu et fort potentiellement même relu là, si on veut bien comprendre absolument toutes les petites parties intrigantes là, de l'histoire, parce que il y a certaines choses qui vont se produire à certains moments dans l'histoire que quand on prend le temps de le relire, on fait ah ben tabarouette, ok, c'est un peu comme Ocean's 11 là, si on veut. Ouais. Je vais dire ça comme ça là, c'est Tron étant Tron, il met des pièces en place sur un jeu d'échecs 5 moves avant son ennemi, puis de par le moment que les pièces se mettent en place, là on fait comme ok, wow. Donc on est subjugué par tout ce qui se passe dans l'histoire, puis on trouve ça vraiment vraiment intéressant. Et toi, Francis? Ben, je partage l'essentiel de ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Effectivement, là, contrairement aux 3 autres livres que là, à cette heure, on appelle une trilogie, hein, mais la porte n'est pas fermée à ce qu'il y ait des suites à ces 3 autres-là là, qui se passeraient après le départ avec Ezra. Mais là, cette fois-ci, c'était une trilogie organisée comme telle. Donc, le contrat était vraiment d'écrire une trilogie. Donc effectivement, ce premier volume-là est bâti comme une grosse introduction. Les habitués de l'émission vont reconnaître mon commentaire, c'est le même que j'ai fait pour le premier Alphabet Squadron il y a 2 ans, 1 an et demi. Donc c'est un peu le même principe, une grosse introduction. Puis comme tu dis, Seb, c'est vraiment la mise en place
sais, parce qu'il aurait pu se contenter de faire de quoi de simpliste, puis une copie conforme, puis des gouvernements très simplistes là, comme ailleurs. Mais moi, j'avais l'impression que c'est ça. Il essayait justement de faire de quoi de beaucoup plus riche, de beaucoup plus différent. Moi, ça m'a fait penser, puis là, je veux pas me lancer dans un débat, mais ça m'a fait penser à Dune en termes de style, de richesse, de monde, qui permet un potentiel de récit là, de tout bord, tout côté. Évidemment, là, je veux pas dire c'est que c'est du niveau de Dune en termes de complexité et tout ça. On parle pas du même nombre de pages non plus, là. Mais juste, tu sais, les familles, la société, comment c'est organisé, tout ça. Donc, c'est très différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant dans Star Wars. Fait que ça, j'ai beaucoup apprécié. Bon, évidemment, c'est ça, c'était cool d'enfin découvrir la société Chiss. Hein. On avait eu comme juste des petits teases là, dans les livres précédents. Mais c'est ça, moi je retiens l'aspect politique que j'ai déjà aimé dans lui, mais je trouve que il y a un gros potentiel et ça fait partie des choses que je dénoncerais, là, mais mes déceptions dans le canon littéraire actuel, c'est justement que l'aspect politique est très très faible. On est dans des récits souvent d'action au niveau là, du simple soldat ou tout ça, mais tu sais, on n'a jamais de portrait global ou de... Fait que je comprends ton point quand tu parles d'encyclopédie, là, il y a un peu ça, là, on a vraiment un topo de c'est quoi la société Chiss, puis elle est dans quel état à ce moment-là, pourquoi, le pourquoi du comment, tout ça. Puis juste pour jouer aussi là-dessus, parce que c'est un point que j'ai comme omis, là, la découverte du chaos. Avec, tu sais, on se fait pas donner comme une carte là, au début du livre comme on avait eu à un moment donné dans dans NGO là, pour citer un peu ça là. Donc on sait pas encore à quoi ressemblent les régions inconnues, on sait pas à quoi ressemble le chaos, mais on a quand même on sait à quoi ressemble l'ascendance parce que ça nous est décrit. On sait à quoi, puis là tu sais à ce moment-là on sait qu'il y a que l'ascendance est en contact avec d'autres civilisations autour d'eux. Et ça, c'est drôle aussi d'ailleurs, parce qu'il y a eu une discussion autour de ça à un moment donné dans le livre que j'ai trouvé très comique. Et on comprend un peu où sont placées ces civilisations-là par rapport à l'ascendance Chiss quand Tron réalise quelque chose dans le livre. Donc ça c'est le fun de découvrir un peu ces régions inconnues-là, puis justement de voir que les Chiss fonctionnent d'une certaine façon, mais que les Garwian, ils fonctionnent d'une manière X avec un certain nombre de mondes qui leur appartiennent aussi. T'as les Lio et AOI qui eux autres aussi fonctionnent d'une autre façon, puis ainsi de suite. Donc c'est vraiment le fun de découvrir d'autres races qui vivent dans le chaos, puis de voir que effectivement il y a pas juste les Chiss qui habitent dans les régions inconnues là. Ouais, puis ça ajoute aussi à l'aspect différence, toute la géopolitique que tu viens de décrire. Dans l'univers connu, on va dire, on est toujours un peu dans le même mode, hein, un gros gouvernement central, puis des rebelles ou peu importe, des séparatistes ou des résistants, mais tu sais, puis le premier ordre à la fin, mais c'est ça, on est toujours plus ou moins dans la même dans le même conflit, alors que là, c'est ça, on est complètement dans autre chose. Tu sais, l'ascendance Chiss n'est pas un gouvernement central, on va dire, qui domine tout, là, même s'ils sont très puissants, etc. Ça reste qu'ils n'ont pas le contrôle comme l'Empire avait, par exemple, là, sur toute la galaxie. Fait que ça, j'ai beaucoup apprécié. Sinon, par contre, j'ai été déçu un petit peu, mais ça, évidemment, c'est une question de mes attentes. Donc, tout dépend, les vôtres, c'est quoi? Moi, j'avais certaines attentes par rapport à la jeunesse de Tron. C'est un peu comme ça qu'ils nous avaient vendu le livre au début. Je sais que plus le livre approchait, il avait précisé, mais moi, c'est ça, j'étais resté avec un espoir d'un peu plus un Tron, moins expérimenté, puis moins parfait et impossible à battre. Bon, évidemment, comme on a mentionné, je pense que c'est Jeff qui le disait tantôt, il y a des flashbacks. Fait qu'on a quand même droit à quelques éléments d'un Tron moins mature, justement. Mais c'est ça. Si j'aurais une déception à mentionner, c'est ça, c'est le fait qu'on a encore un Tron très près de la perfection, là, où est-ce que... puis c'est mentionné dans le livre, à un moment donné, tu sais,
un peu la seule chose, puis je veux pas tomber trop dans les spoilers, là, mais la seule chose qui peut battre Thrawn, c'est quelque chose qu'il peut pas prévoir. Fait que là, évidemment, on repense à la série Rebels, puis à Ezra qui a réussi ce coup de maître là. Ben, j'allais dire, c'est ça, en flashback, on a un exemple de cette différence-là, mais j'ai trouvé que quand on était au présent, j'avais encore l'impression, comme Jeff disait tantôt, il est toujours 5 coups d'avance sur les autres. Et puis là, je parle du point de vue militaire, parce que oui, du point de vue politique, Thrawn est nul. Il est chier. C'était pour être ça mon commentaire, okay, justement. J'étais pour dire que l'une des choses qui peut combattre Thrawn, c'est la politique. Ouais. On l'avait vu dans la trilogie précédente, là, avec l'Empire et tout, mais là, c'est encore plus évident dans ce livre-là. Là. Ouais, non, c'est ça. C'est un peu le Sheldon Cooper de Big Bang Theory, là, tu sais, qui maîtrise tout du point de vue technique, mais tu sais, qui du côté social est nul. C'est la sociale du groupe, là, on s'entend. Mais bref, c'est ça. Fait que tu sais, c'est pas je veux dire, j'ai pas détesté le livre, là, au contraire. Et peut-être mentionner quand même une surprise de caméo, là, moi qui m'a vraiment surpris quand on a rattrapé, quand on en est tombé sur ces personnages-là. Par contre, je me suis souvenu que ça avait peut-être été un peu annoncé dans les communications plus récentes à la sortie du livre, mais j'avais complètement oublié. Fait que quand on est arrivé à des caméos de personnages connus là, du reste de la galaxie, j'ai vraiment, puis là je veux pas les nommer ici en section non spoilers, mais c'est ça a vraiment été une surprise pour moi. Je m'attendais pas du tout à ça, puis c'est ça qui vient fixer la temporalité aussi, hein. C'est cet événement-là qui nous dit ok, ça se passe quand là, par rapport à toutes les autres histoires qu'on connaît. Mais c'est ça, c'est quand même un excellent roman là, moi qui va quand même être dans mes peut-être pas dans mes tops, mais quand même dans le top 10 peut-être là, ou quelque chose comme ça. Là. Ça reste du Timothy Zahn, puis ça reste que j'ai quand même plus apprécié que Thrawn Alliance, donc globalement je peux pas dire que je le recommanderais pas. Puis un des avantages, même s'il y a plein d'easter eggs, hein, ça on l'a pas mentionné, il y a quand même plein de références aux autres livres Thrawn justement. Mais celui-là, je trouve que c'est peut-être celui que tu as le moins besoin de tout connaître le reste du canon pour tout apprécier. Du fait qu'il justement il est détaché un peu du reste de toute l'histoire de Star Wars, ben là ça permet, évidemment il va y avoir 2-3 easter eggs, mais tu sais les autres, je veux dire, ça se passait entre 2 épisodes de Rebels, là, tu sais, t'avais vraiment, en tout cas, plus ou moins besoin d'un contexte, là, tu sais, pour bien saisir tous les enjeux qui arrivaient dans Trahison ou dans Alliance. Tandis que là, cette fois-ci, honnêtement, même quelqu'un qui a jamais lu du Star Wars, ben, ça serait pas du tout un mauvais livre à conseiller, là, tu sais. Fait que... Non, parce que c'est un excellent livre de science-fiction. Ouais, que t'aimes pas, tu sais, que tu sois fan de Star Wars ou pas, juste ce livre-là, comme tu dis, c'est tellement détaché du reste de l'univers que c'est vraiment comme un livre à lui seul. Là. C'est vraiment, si t'es pas un fan de Jedi, de Sith ou quoi que ce soit, ben c'est vraiment un livre qui se lit par lui-même. Si tu le vois juste du point de vue science-fiction, c'est un excellent livre de science-fiction. C'est sûr que ça va venir décevoir, par contre, encore une fois, ceux qui attendent des grandes histoires de mythologie Sith et Jedi, tout ça. Là. On est vraiment pas du tout là-dedans. Effectivement, mais pour ceux qui ont adoré les livres de Michael A. Stackpole, Aaron Alston de X-Wing, là, je dirais que le parallèle est pas très loin à faire. Ouais, c'est vrai. Fait que, écoutez, messieurs, je pense que ça fait le tour de ce qu'on peut dire sans divulgacher l'histoire à ceux qui n'ont pas lu le livre. Ouais, vite avant que je parle des Yuuzhan Vong. C'est ça. Fait que si je vous demandais votre note, messieurs, JF, tu lui donnerais combien à Chaos Rising? Moi, je lui donne un 19.5. Ok, presque. Ah ouais, je te l'ai dit, pour moi, là, pour moi, c'est le meilleur que j'ai lu jusqu'à présent de l'univers étendu. Donc, oui, c'est un gros 19.5. Et le point 5 qui fait que c'est pas un livre parfait, ben, on va l'expliquer après. Excellent. Toi, de ton côté, Seb? Ben, moi, je suis un énorme fan des backstories, puis j'aime ça mettre les choses en contexte, puis avoir une plus grande image de l'histoire d'un personnage. Donc, j'ai vraiment adoré ce livre-là, moi aussi. Mais je lui donne quand même juste un 18 sur 20, puis je pourrais expliquer un petit peu plus pourquoi dans
dans la section spoilers, là. Mais quand même un bon 18 sur 20 là, pour l'écriture et toute l'histoire puis tout ça. Ben, excellent. Moi, de mon côté, je suis un petit peu plus faible que vous. Je vais lui donner un 16 sur 20. Comme je disais, c'est ça. Ça sera pas dans mes top. Même si ça reste un excellent roman. Ça reste une très bonne note. Là. Fait que, mais c'est ça. Si je fais le comparatif avec tout ce qu'on a critiqué jusqu'à maintenant, c'est ça. Je dirais que ça peut pas monter. À mon avis, ça peut pas monter plus haut. Ça. Fait qu'on va être rendu à notre partie spoilers, donc avertissement à tout le monde qui écouterait l'émission, si vous voulez vraiment pas être spoilé sur ce riche roman de Timothy Zahn, je vous invite à stopper là et à finir l'émission lorsque vous aurez complété votre lecture, parce qu'il y a quand même des éléments d'intrigue là, assez importants, des surprises dans ce livre-là. Et sinon, ben écoutez, je vous invite à rester avec nous. On va y aller avec un résumé justement un peu plus spoilers. Et bon, évidemment, on parle de résumé de 15 heures en quelques minutes, hein, fait qu'on va pas tout dévoiler. Mais c'est ça, on va essayer quand même de vous dresser un topo. Donc, Seb, est-ce que tu peux nous résumer le livre, comme je disais, en moins de 15 heures, mettons? Attends un peu, je vais me taper la tête un peu sur le bureau. Donc, c'est un peu difficile de résumer tout le livre, même en niveau spoiler, là, sans vraiment s'éterniser sur tout ce qui se passe, sur toutes les actions qui se passent dans un certain point pour avoir des c'est quoi le mot que je cherche? Des répercussions sur le reste des actions qui se passent plus loin dans le livre et tout. Donc, la manière que je vais décrire ça, c'est que, selon moi, le livre a comme 4 histoires, entre guillemets, en parallèle. Il y a l'histoire de Tron et de Ziara, qui, comme on va le comprendre, va devenir Ar-Alani. Donc, c'est l'histoire vraiment, le backstory de comment est-ce que Tron est adopté dans la famille des mythes, comment est-ce que Ziara, qui fait partie des Alani, elle va carrément devenir l'amiral qu'elle est présentement et donc donner sa vie, entre guillemets, pour l'ascendance Chiss. Donc, elle se fait dérober de sa famille, elle n'a plus de liens familiaux, mais elle devient donc une membre à part entière là, de l'ascendance. Puis le seul parallèle que je peux faire à ça, c'est un peu comme être un citoyen dans Starship Troopers. Pour ceux qui connaissent l'histoire, là, donc c'est un peu le parallèle que je pourrais faire à ça. L'autre histoire qu'on nous donne, c'est beaucoup l'histoire de l'ascendance Chiss. Donc on commence à toucher quelques histoires des familles. Mais principalement, on a un peu l'histoire des Alani, on a un peu l'histoire des mythes, beaucoup quand même l'histoire des mythes, et on a aussi, je cherche le nom, l'histoire d'une autre famille qui va tenter, c'est les Macros, je pense, ouais. C'est ça. Ziara. Non, pas les Iridi qui est la famille de Ziara, mais l'autre famille qui essaie de il y a une famille qui va essayer de réadopter Tron. Puis je vais revenir là-dessus dans quelques secondes. L'autre histoire qu'on a, c'est l'histoire des Nicardoon, qui sont les gros méchants dans ce livre-là. Je dis gros méchants, mais entre guillemets, c'est les vilains principaux, on va dire en fait. Donc c'est contre ces gens-là que Tron va se mesurer jusqu'à la fin du livre. Et après ça, on va ouvrir la porte sur vraiment l'idée que les Nicardoon, c'était pas eux, essentiellement les gros vilains, mais ils travaillaient en fait pour quelqu'un d'autre.
Et à travers tout ça, évidemment, on a l'histoire de Cheery et Tellius, qui, comme JF le mentionnait un petit peu plus tôt, des navigateurs, des Skywalker de l'Ascendance. Donc, Cheery qui, elle, a encore ses pouvoirs de la Force qui lui permet de naviguer à travers l'hyperespace puis d'éviter des supernovas, des trous noirs, des planètes, etc. Et Tellius, elle, a été une navigatrice et malheureusement elle a perdu ses pouvoirs et les raisons pour lesquelles elle fait partie de l'histoire sont quand même vraiment intéressantes et ça vient jouer aussi dans l'histoire des familles de l'ascendance Chiss. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Alors la première histoire de Tron et Arlani justement, c'est Tron qui va se faire adopter et qui va recevoir le nom de Mitron Nuhuru. Et oui, j'ai bien dit Mitron Nuru parce qu'il n'y a pas encore le Hodo à la fin. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va finir par comprendre, par apprendre dans la trilogie comment est-ce qu'il va devenir Mitron Nuru Hodo. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant là, qui a été rediscuté par Timothy Zahn et son éditeur suite à la sortie du livre. Et donc, on voit que Tron, jeune, est déjà un prodige. Il y a un peu un moment où est-ce que je suis d'accord avec certaines critiques, là, où est-ce qu'il y a comme un petit parallèle à Star Trek, où Tron est accusé d'avoir triché avec envers une simulation, puis parce que l'ordinateur peut jamais refaire la même simulation, ben là, il va falloir que le général qui est pour Tron recrée la simulation qui disent que Tron a triché dans la vraie vie avec des vrais vaisseaux. Et prouver que Tron était capable de refaire exactement la même chose que dans la simulation et gagner. Et ça, c'est un moment intéressant, mais ça fait quand même un moment qui laisse un petit peu un goût de Kobayashi Maru là, sur nos lèvres. Donc, Tron va se faire remarquer par la famille Myth et va se faire adopter parce que justement le patriarche de la famille des Myth voit le potentiel incroyable de Tron au niveau militaire et il croit sincèrement que Tron peut amener l'ascendance à un nouveau niveau. Et là, ce qu'on comprend, c'est que justement il y a beaucoup qui se joue au niveau des 9 familles, que il y a un développement de l'ascendance, il y a un certain développement de l'ascendance qui est fait, mais il y a aussi une protection de l'ascendance qui doit être maintenue. Puis souvent, la protection de l'ascendance va passer avant le développement de celle-ci. Donc il y a souvent la philosophie de on a tout le temps fait ça comme ça, puis on est bien là où est-ce qu'on est, puis on bouge plus, puis on fait plus rien. Puis il y a un peu le Prime Directive, là, on n'interagit pas trop avec le monde autour, comme ça on n'aura pas de problème avec personne autour de nous autres, puis on fait nos affaires. Et il y a quelques membres rebelles de l'ascendance, justement, dans les familles, au sein des familles, qui eux se disent on pourrait peut-être comme étendre un peu nos frontières, puis on pourrait peut-être renforcer nos frontières, puis ça pourrait être intéressant de développer ça. Donc ça, c'est le côté vraiment famille et politique qu'on va voir se développer dans le livre entre autres le général Bakif et les autres personnages de l'ascendance comme Terfion et Zistalmu qui s'échangent beaucoup entre eux deux pendant le livre, particulièrement sur Tron et les actions de Tron et les conséquences que les actions de Tron peuvent avoir, non seulement militairement, mais politiquement parlant. Donc c'est pour ça que le livre peut potentiellement, comme JF disait, sonner beaucoup comme une encyclopédie et peut parfois être lourd à suivre, mais ça finit quand même par tout se démêler puis par faire du sens quand on continue là, de mettre les pièces en place dans l'histoire. Mm-hmm. Là, ce qu'on comprend au niveau de l'histoire justement des vilains, c'est que il y a une attaque qui a eu lieu sur la planète mère Chiss et puis on comprend pas pourquoi. Puis c'est par des gens qui sont comme pas nécessairement violents ou qui ont rien contre les Chiss puis ils comprennent pas pourquoi il y a eu une attaque.
Donc, lors de l'investigation de cette attaque-là, on comprend que, en fait, c'était pour détourner l'attention d'un autre incident qui avait eu lieu quelques semaines auparavant. Et suite à une analyse de Tron, ben là, on va plonger plus creux vers ce qu'est l'invasion du chaos par les Nicardoon. Et les Nicardoon, c'est une race qui semble faire beaucoup d'intimidation sur plusieurs systèmes. Et c'est Tron qui va justement prendre la carte du chaos et qui va placer les conquêtes des Nicardoon sur cette carte-là. Et ça donne comme une main qui est un peu autour de l'ascendance Chiss. Pour ceux qui se souviendront de NGO, vous vous souvenez que les Yuuzhan Vong faisaient comme une main autour de la galaxie là, de Star Wars là, lors de leur invasion. Donc c'est pas mal le seul parallèle que je vais faire avec ça, parce que non, je ne crois pas vraiment que les Yuuzhan Vong vont être les gros méchants de cette série-là. Et puis la grosse révélation à la fin de notre livre, justement, c'est que les Nicardoon sont des pions dans l'histoire de la mise en place du chaos et de qui prend le contrôle du chaos. Et c'est là qu'on comprend que les Chiss sont regardés quand même un peu tout croche là, par certaines autres civilisations autour d'eux. Donc, sont pas nécessairement super bien perçus. Et à cause de ça, ben il y a comme des mouvements qui se préparent contre eux. Et là, notre nouveau grand méchant devient Jixtis à la fin, qui nous est introduit par le navigateur spatial Kilori, qui lui est un navigateur un peu comme les Skywalker des Chiss, mais qui fait partie d'une guilde de navigateurs qui se spécialise au niveau de la navigation du chaos. Et dans tout ça, on a entremêlé l'histoire de la petite demoiselle de 13 ans, Cheery, qui est une navigatrice au sein de la flotte de... Exact, oui. Un Hubert du chaos, Lexberg, qui nous le dit sur le chat. Et donc, Cheery, elle a encore ses pouvoirs. Et grâce à la force, elle est capable de naviguer les vaisseaux au niveau dans le chaos. Et c'est comme ça que les Chiss se déplacent. Ils n'ont pas vraiment d'ordinateur de navigation, ce qui me semble un peu bizarre, tu sais. Une fois que tu as fait un tracé, tu devrais pouvoir le répéter. Mais j'ai l'impression qu'ils font pas confiance nécessairement à ce qui se passe dans le chaos et dans l'espace, donc ils font affaire avec des Skywalker qui sont des jeunes qui ont une certaine perception de la force et qui peuvent voir l'univers là, devant eux lors des voyages en hyperespace. Et dans les mémoires qu'on a du livre, on découvre Tellius, qui est une Skywalker qui perd ses pouvoirs en présent, sur un vaisseau où Tron est présent, qui était sa première assignation. Et les deux se rencontrent la journée où Tellius malheureusement perd ses pouvoirs. Et la rencontre laisse une marque sur Tellius, et c'est ce qui fait qu'elle va au final choisir d'être adoptée par les mythes. Et elle vit un peu sa vie dans l'espoir d'un jour retrouver Tron. Et dans le livre Chaos Rising, c'est un peu la réunion de Tellius et Tron. Et c'est drôle de voir un peu là, les dénouements là, qui se passent entre ces deux personnages-là. Et surtout, la perception du personnage de Tellius par Tron, qui, spoiler alert, lui rappelle sa sœur. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va être quand même intéressant à voir dans le futur, parce que là, on vient de découvrir dans ce livre-là que Tron avait une sœur plus jeune que lui. Et dans les prochains livres, Timothy Zahn a déjà annoncé qu'il y avait un personnage important qui était pour faire volte-face, là, et puis quelqu'un qui était important pour Tron. Donc j'ai l'impression qu'on va voir la sœur de Tron faire une apparition. Puis on découvrira peut-être pas que c'était sa sœur au départ, mais un petit peu plus tard dans l'histoire, mais peu importe, ça promet d'être un personnage intéressant selon moi. Ce qui est triste par rapport au personnage de Tellius, c'est que elle se fait adopter dans la famille des mythes, mais elle a fini par le faire avec une discussion avec le patriarche des mythes, et
le patriarche lui demande de prendre soin de Thrawn au niveau politique et de toujours être là pour le garder comme un œil sur lui parce que c'est son talon d'Achille, là, dans le fond, la politique. Et puis elle dit, je suis prêt à mettre ma vie en jeu pour m'assurer de ça. Et puis j'ai l'impression que ça veut dire que dans les prochains livres, elle risque de se sacrifier pour sauver Thrawn puis assurer un futur à Thrawn. Donc ça promet d'être intéressant de voir un peu ce qui va se passer là-dessus. C'est un peu la Eli Vanto de cette trilogie-là, j'ai l'impression. Ouais, je pense que c'est un peu comme la Eli Vanto de la trilogie, effectivement. Donc, je vous disais qu'il y avait comme 4 histoires parallèles, mais le livre en tant que tel est écrit en 2 histoires, c'est-à-dire l'histoire principale où Thrawn va faire l'investigation pour découvrir les Nicardoon puis qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire conquérir les mondes autour de l'ascendance Chiss. Et les souvenirs de Thrawn, donc justement comment est-ce que Thrawn a monté à travers les rangs avec son ami Ziara et comment est-ce que Ziara est devenue en fait Ar-Alani. Et ça nous démontre aussi comment est-ce que Thrawn n'est pas parfait et peut avoir justement des réactions parfois militaires à des conflits qui seraient plus politiques. Donc, ça peut causer des problèmes. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire des mémoires se passe comme quelques années avant l'histoire du livre en tant que tel. Et on voit comment est-ce que Thrawn va monter en rang. Et puis là, il va faire quelque chose, militairement parlant, qui était pas correct. Et il va se ramasser dégradé, justement, alors que Ar-Alani, elle, va garder son rôle d'amiral. Donc ça c'est l'écriture qui est un peu mêlante mais intéressante en même temps. Et là où ça devient mêlant dans le fond, c'est que il y a des pièces qui sont placées durant les années de montée en grade de Thrawn, pardon. Et au final, ces pièces-là vont venir comme rejouer dans l'histoire présente du livre. Et il y a des pièces qui sont placées dans le moment présent, qui jouent dans le moment présent aussi, là. Donc des fois ça vient un peu mêlant à ce niveau-là. Mais ça reste une histoire qui est quand même très bien établie, très bien écrite. Et je pense que c'est pas mal ça le résumé, spoilers, le moins compliqué que je peux vous faire. C'est excellent. Déjà là, je pense que c'est compliqué. Ouais, c'est sûr que là, nous, on a lu le livre, fait que c'est certain que nous, on te suit très bien. Là, j'essaie dans ma tête de me mettre dans la peau de quelqu'un qui l'a pas lu. Est-ce que tout est clair ou pas? Mais non, effectivement, c'est... Moi, je vous invite fortement à garder sous la main l'espèce de dramatisme personnel là, que tu parlais tantôt. Donc, ce que l'éditeur a publié, là, c'est disponible facilement sur Internet. Donc, avec tout le nom des familles, des rangs familiaux, alors, il y a comme une hiérarchie. Ensuite, la hiérarchie politique. Donc, parce que c'est ça. C'est pas nécessairement évident. Je sais pas si c'est parce que j'ai lu Shogun à un très jeune âge, mais moi, personnellement, j'ai écouté le livre, puis j'ai pas eu besoin nécessairement de retourner sur le Dramatis Personae. De la manière que le livre est écrit, les interactions des personnages sont pas extra complexes au point où on va se perdre dans il y a trop de noms. C'est quand même c'est quand même les mêmes personnages qui reviennent tout le temps, puis il y en a pas 40. Fait que ça aide beaucoup à se retrouver. Puis parlant des personnages... Moi, c'est là que j'ai regretté de l'avoir pris en audiobook au lieu de l'avoir lu. Ouais, j'imagine. Ouais, j'ai trouvé qu'en audio, là, on se perdait vite parfois. Tu sais, quand c'est écrit, bon, ben, tu reviens 4 lignes en haut, tu vois c'est quoi le nom, là. En audio, c'est ça. Je sais qu'il y en a qui font des pauses qui reviennent, là. Moi, je laisse aller. Mais c'est ça. Des fois, là, tu te dis, attends un peu, là, on est dans quelle famille, là, ou dans quelle situation, tu sais, fait que... Ben, je pense que ce qui aide l'audiobook aussi, c'est que c'est le même excellent narrateur qui a fait les autres livres, Mark Thompson, Johnson, qui fait quand même des très bonnes voix de personnages, donc ça aide aussi un peu à se retenir, là, où est-ce qu'on en est. Puis au niveau des personnages, parce qu'on parlait de spoilers, un personnage qui vient faire une apparition dans le livre, c'est Anakin Skywalker. Et
une personnage qui fait une apparition, mais comme non, ben, en tout cas juste visuelle, c'est Padmé. Donc c'est là qu'on découvre justement à peu près aux 2 tiers du livre que on va plonger dans Alliance. Ouais, ben c'est ça, on revit carrément une scène, quelques scènes de Alliance, dans le fond, quelques moments du livre Alliance. Ouais. Et ça m'a beaucoup plus intéressé cette fois-ci qu'à la lecture d'Alliance. Puis justement, c'est intéressant de voir un peu justement tout ce développement-là, puis le développement de personnages autour de ce qui se passe avec Alliance, puis le fait que Alliance va durer juste 5 semaines. Puis là, on fait comme une espèce de time jump, là, on va dire, où est-ce que on a cette scène-là, puis là, ben après, je pense qu'il y a une mémoire, puis après ça, c'est fait que je reviens de Batuu avec un vaisseau qui a des shields, puis là, ben on peut faire du reverse engineering, puis on va avoir des shields, nous autres aussi, puis on va être les meilleurs dans le chaos à cause de ça. Pète bretelle! Ouais, ben c'est ça, ça nous... évidemment, si les gens n'ont pas lu du tout Alliance, vont peut-être être un peu perdus, mais je pense pas que ce soit très très grave. Ben, non, parce que justement, il y a quand même une espèce de rétrospective qui est faite sur le fait que Tron revient dans le chaos, ben revient dans l'ascendance avec un vaisseau de la République qui possède certaines technologies que les Chiss n'avaient pas encore. Et donc, ça change le jeu politico-guerre qui est en place dans le chaos, là. Donc ça rend les choses intéressantes. Ouais, c'est ça, parce que eux utilisaient, je pense, si je me souviens bien, des boucliers magnétiques ou quelque chose comme ça, au lieu d'être des boucliers énergétiques ou un... Fait qu'il y avait quelque chose de ce genre-là. Il y avait quand même le pas de technologie, mais qui était un peu en retard, on va dire. Exact, comme sur le reste de la République. Puis, mais il y a quand même beaucoup de technologies qui avaient déjà été discutées dans les autres livres. Donc, comme les sphères électromagnétiques, entre autres, etc. Et ça, c'est intéressant de garder cet aspect-là, justement. Puis c'est ça qui me rappelle un peu les livres de X-Wing au niveau des tactiques de combat spatial, puis toutes ces choses-là. C'est vraiment intéressant de voir là, les déroulements de ces choses-là. Puis comment est-ce que Tron va va vaincre son ennemi à la fin. Puis ça, je veux pas spoiler aux gens comment est-ce que ça se passe, parce que ça vaut la peine d'être découvert. Mais au final, qu'est-ce qu'on comprend dans ce livre-là? C'est que Tron est prodigieux au point où on se pose... En tout cas, moi, je me suis posé la question. Est-ce que Tron n'est pas un peu sur le spectre de l'autisme? Puis ça serait bien correct. Puis j'ai pas de problème avec ça. Puis clairement, dans le chaos, il y a quelqu'un qui en veut au Chiss. Mais on sait pas encore nécessairement pourquoi. Puis si ça se trouve, ben ça fait des millions d'années là, que ça dure cette querelle-là. Parce que comme on découvre dans le livre, le monde natal, entre guillemets, des Chiss n'est plus ce qu'il était. Voilà, ça conclut mon résumé. Puis de ton côté, JF, je sais que tu trépignais d'impatience de parler de quelque chose spoilers tantôt. Non, ben, c'est ça, il en a parlé pendant son résumé, là. Ben, moi, ce que j'ai trouvé fascinant, c'était les Skywalker, comment que, passé l'adolescence, ils perdent leur pouvoir. Et je trouve que ça fait un parallèle intéressant un peu avec les utilisateurs de la Force comme Jedi ou Sith. C'est drôle parce que, tu sais, le duo voyons comment il s'appelle, le duo de Talia et Cherie, faut un peu passer à Anakin Obi-Wan, mais dont un qui est plus capable d'utiliser la Force, puis l'autre oui. Donc ça, en tout cas, je trouvais ça fascinant que comme ça, tu sais, du jour au lendemain, à cause que, je sais pas, t'atteins la puberté, là, puis là, paf, tu perds tes pouvoirs de la Force. C'est comme une des conséquences de la puberté, là. Ouais. C'est quand même bien décrit que ça arrive à certains moments différents chez chaque Skywalker, mais que oui, ça arrive au moment de la puberté où ils vont, tu sais, comme tranquillement perdre leur pouvoir jusqu'au point où est-ce qu'ils vont se faire enlever la possibilité de naviguer, ce qui est potentiellement pas une mauvaise chose parce qu'il y a personne que ça lui tente de traverser une supernova en hyperespace, là. Donc, mais ça, ouais, c'est... Tu vois, il y a beaucoup de gens qui font le parallèle
d'apprenti puis maître avec les Skywalker, je trouve pas que Tellius est vraiment une maître. Elle dit pas à Chewie comment faire son travail ou bien. Elle dit pas à Chewie comment développer ses pouvoirs. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend soin de Chewie, contrairement aux autres personnes qui prenaient soin d'elle avant, et elle en prend soin correctement. Donc, je vais faire une parenthèse là, pour expliquer aux gens qui n'ont pas lu le livre. Tellius était une Skywalker. Elle a rejoint la famille Myth suite à son service au sein de la flotte de l'Ascendance en tant que navigatrice. Et à partir de là, elle a fait comme différents trucs sans jamais vraiment trouver ce qu'elle voulait faire vraiment. Et dans sa quête pour retourner, pour se retrouver avec Tron, elle est devenue une caretaker, donc une nourrice pour une navigatrice. Et en tant qu'ancienne navigatrice, ça fait qu'elle comprend beaucoup mieux ce que Chewie vit. Et ça fait d'elle la meilleure nourrice que Chewie a jamais eue. Et Chewie en est comme grandement appréciatrice. Et on voit que c'est quand même quelque chose qui est le fun là, la relation qui va se développer entre les deux personnages tout au long du livre et j'espère tout au long de la trilogie. Et c'est drôle parce qu'il y a même un moment où justement Aralani doit jouer à la nourrice pour Chewie. Et c'est un peu comme tu vas être le babysitter, là, tu vas être la gardienne. Puis ça se passe quand même bien, mais c'est drôle de voir cette espèce de petit tag out là, des personnages dans l'histoire. Une des choses que... Excuse-moi, vas-y. Puis c'est ça, c'est que moi je trouve pas que Tellius a vraiment une place de maître où elle va apprendre des choses à Chewie comme par rapport à ses pouvoirs de navigation, mais elle va juste bien la supporter. Puis ça c'est quelque chose. C'est plus comme un genre un mentor qu'un maître là, si je peux dire. C'est quoi, comment qu'elle l'appelle? Elle l'appelle quoi, Momish, je pense? Elle l'appelle Momish, dans le sens que, tu sais, c'est comme sa mère, dans le sens qu'elle va prendre soin d'elle. C'est elle qui lui fait à manger, c'est elle qui lui fait couler son bain, c'est elle qui lui amène des crayons de couleur puis du papier pour dessiner, puis c'est ce genre de choses-là. Donc, je pense que le surnom Momish, c'est vraiment comme t'es ma nourrice, là. Puis comme, justement, les navigateurs sont subjugués à leur famille très jeune, un peu comme les Padawan, c'est là qu'on fait beaucoup de parallèles. Là. Je pense que les parallèles peuvent commencer à se faire entre les deux relations. Puis le fait qu'on utilise la force, là, mais bon, c'est ça. Mais bref, tout ça pour dire que moi je trouvais pas que Tellius avait vraiment une relation mentorelle, mais plus protectrice. Ouais, quand je disais ça, tu sais, le parallèle avec Anakin Obi-Wan, je parlais plus de, tu sais, leur pas le fait que, tu sais, comme tu dis, comme Obi-Wan en tant que maître d'Anakin, mais plutôt le type de relation qu'ils ont. Les deux, tu sais, la camaraderie puis tout ça, dans ce sens-là, ça me faisait penser. Puis une chose que je trouvais intéressante, le fait que, tu sais, Tellius, elle perd son rôle dans la hiérarchie, là, le fait qu'il n'y ait plus un Skywalker et tout. Donc, sa nature civile, si on peut dire, ça y permet vraiment de critiquer la société Chiss, que il n'y a personne qui peut le faire, ou même dans... on voit un peu dans ce qui est du côté de l'histoire d'Arlani. Elle aussi est beaucoup critique face à la façon que la société Chiss fonctionne, mais elle peut pas, justement, à cause de son rôle, elle peut pas vraiment critiquer. Donc, c'est sûr que je trouvais cool que Tellius, elle, la façon qu'elle était placée, elle pouvait faire ça. Puis l'affaire qui est le fun, parce que là tu parlais de Aralani, puis justement la critique de la société. Dans l'histoire de développement entre Tron et Ziara, avant qu'elle devienne Aralani, il y a un petit quelque chose entre les deux, là. Tu vois qu'il y a une amitié qui pourrait potentiellement se développer en quelque chose de plus.
Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant là, de les voir partager comme des joutes de combat pour se pratiquer au combat, puis etc. Puis de Ziara qui essaie de comprendre comment est-ce que Tron analyse ses ennemis, puis comment est-ce qu'elle pourrait faire pour le déjouer. Puis c'est drôle de voir un peu ces jeux-là qui se passent entre les deux. Puis on se pose la question, tu sais, est-ce qu'il va se passer quelque chose entre les deux? Mais clairement, de l'histoire qu'on connaît, non, là. Mais on se pose la question quand même. Faut dire, on l'a mentionné très rapidement tantôt, mais c'est une des grosses différences entre celui-là et les deux derniers Timothy Zahn, c'est que on est presque à 100%, peut-être pas à 100%, mais presque d'un point de vue extérieur à Thrawn. Donc on a, évidemment, c'est sur Thrawn. Thrawn est très 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 présent, mais on voit Thrawn d'un point de vue extérieur. Comme avec le premier roman, c'était le point de vue de Eli Vento. Ben là, dans le fond, c'est ça, c'est celui d'Aralani ou d'un général ou de la Caretaker, etc. Fait que ça, j'ai l'impression que ça fait partie des éléments positifs du livre, que dans Alliance puis dans Trahison, c'était le défaut un petit peu, qu'on était vraiment dans la tête de Thrawn et c'était juste trop, là, tandis que là, justement, on a la perception externe. Ouais, c'est ça, puis ça nous donne l'explication sans être dans les pensées de Thrawn. Donc ça, c'est une des grosses différences que j'ai remarquées là, dans ce roman-là. Sinon, une des choses que vous n'avez pas mentionné, c'est... moi, dans le fond, depuis le début, je dois dire que j'ai quand je dis le début, là, le premier roman là, de éponyme, ben... Je me suis toujours dit comment quelqu'un d'aussi, justement, analytique, pragmatique, etc., peut être aussi nul sur l'aspect politique. Dans le sens que la politique, c'est des guerres, c'est des conflits, c'est juste qu'au lieu de se faire avec des armes, ça se fait avec des mots. Mais, puis tu sais, beaucoup du point de vue des inspirations pour le personnage de Thrawn mentionnent les grands stratèges de l'histoire, hein. Il est souvent question, par exemple, d'un César ou d'un Napoléon. Par contre, tu sais, qui étaient des génies militaires, mais par contre, c'était aussi des génies politiques. C'est des gens qui ont régné parce que c'est ça, tu sais, la politique, c'est un champ de bataille aussi. Fait qu'il y a cet aspect-là. Moi, une des choses que ce livre-là m'a rappelé, c'est la comparaison avec Patton. En général, George Patton, qui, ça m'a rappelé que dans la série Rebels, il y avait carrément clairement une comparaison entre les deux. Là, il y avait une scène à un moment donné quand que Sabine vole le TIE Fighter. Le TIE, c'était quoi donc Defender? Expérimental, puis elle fonce sur Thrawn qui fait juste sortir son pistolet puis tire. C'était une scène du film Patton. C'était identique. C'était vraiment... Puis Patton, effectivement, était un génie militaire, mais était nul en politique. Général américain là, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Surtout avec les médias, en fait. Donc ça c'était, je trouve que la comparaison est plus de ce côté-là, mais Timothy Zahn la pousse pas là, au point de mettre des médias puis tout ça dans son récit, là. Mais c'est peut-être dans ce sens-là où est-ce que c'est quelqu'un de trop authentique, de trop honnête pour le monde de la politique qui est... généralement, pas toujours, en tout cas, très authentique, très honnête. Ouais, c'est ça. Puis je tiens à le mentionner quand même parce que tu mets un point intéressant sur la table. Puis ça, c'est aussi une scène qui m'a beaucoup marqué. Dans les mémoires, donc dans la première timeline du livre, là, si on veut, il y a une scène où Aralani explique à Thrawn que la politique, c'est une différente sorte de combat. Mais elle explique, puis elle dit que quand t'es sur une guerre, t'as le temps de t'adapter avec les nouveaux terrains. En politique, c'est tout fait avec des mots. Puis des mots qui soient parlés ou écrits. Puis une demi-heure de conversation, même moins que ça, peut tout changer sur le terrain de bataille de la politique. Puis c'est là que Thrawn il dit il faut qu'il apprenne à maîtriser ce type de combat-là. Donc, il va devoir l'étudier pour en devenir maître lui aussi.
Ben, on sait déjà que c'est un échec. Là. Mais c'est vraiment quelque chose comme... Je suis d'accord avec toi là-dessus, là, puis c'est un point que j'ai trouvé le fun dans le livre, qu'ils expliquent que Tron, c'est pas un maître de la politique, là, justement. Puis c'est très beaucoup son talon d'Achille. Bon, on l'avait vu dans le roman Tron, puis là, ça c'est encore plus évident dans celui-ci. Ouais. Ben, c'est sûr que dans le roman Tron, tu sais, il était quand même dans un nouvel univers, là, une nouvelle galaxie avec tous des nouveaux codes, tout ça. Tandis que là, il est carrément dans sa société natale, dans laquelle il est censé avoir grandi puis évolué. Là, donc, il faut vraiment être un peu déconnecté là, de la réalité pour pas comprendre les implications de ce qu'il fait. Là. Mais effectivement, c'est qu'il est tellement focusé uniquement sur le palpable, puis le militaire, etc. Et sur les menaces, surtout là, les menaces à venir, puis tout ça. Que c'est ça, il en oublie carrément, on va dire, les menaces intérieures. Sinon, autre chose que vous vouliez aborder côté spoilers? Je pense que j'ai pas mal tout touché de mon côté. Moi, la grosse surprise du livre, ça a été d'apprendre que Tron avait une sœur. Puis une petite parenthèse comique que je veux faire. Il y a une visite de Tron et Aralani sur une planète. La planète des Garwian, justement. Et le diplomate leur fait faire la visite d'un espèce d'événement spécial. Puis plus l'événement est décrit, plus on comprend que c'est comme une fête foraine de renaissance. Puis là, ben, ils vont s'adresser à une cosplayer qui fait des costumes, une costumière qui fait des costumes d'époque et puis tout ça. Puis là, elle dit, tu vois ce costume-là, ben, il a de l'air super beau, mais tel détail, ça vient du 17e siècle, tel détail, il en vient du 18e, puis tel détail, il en vient du 19e, fait que le costume, il est tout croche. Ouais. Puis là, j'étais comme, il vient-tu vraiment... C'est ça a parlé aux fans de cosplay que tu es. Ouais, mais là, j'ai comme, il vient-tu vraiment de mettre comme un Ren Fair dans le livre, là, lui-là, là? Puis concours de costumes, puis tout le kit, tu sais, je fais, il vient essentiellement de mettre l'ancêtre d'une convention dans un livre de Star Wars. Wow! Ça m'a vraiment surpris, mais je suis vraiment resté satisfait de cette scène-là. Là. Ben, moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il s'est venu ramener le côté que Tron est donc excellent en termes d'études des arts, hein, puis de tout ce qui est artistique chez les différents peuples, puisque ça peut lui apprendre. Mais j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux amené justement que dans la série Rebels, où est-ce que c'était vraiment... Bon, évidemment, c'est une série pour les plus jeunes, hein, mais j'ai trouvé que cette fois-ci, c'était beaucoup mieux expliqué, ça coulait plus, c'était plus naturel, tandis que dans la série télé, bon ben, il voyait un graffiti, là, puis tout à coup, il devenait... il connaissait toute l'histoire de ce peuple-là. Là. Bon, mais ouais, ce petit bout-là, on pourrait appeler ça Tron au musée, là, ou Tron... mais c'est vrai que c'est le fun de voir comment est-ce qu'il va analyser une pièce, puis il va dire, donc, selon moi, l'artiste qui a fait ça, c'est ça. Mm-hmm. Puis c'est vrai que ça, c'est intéressant. Puis justement, ça va venir jouer dans ses combats contre les Nicardoon, contre c'est Yves le Bénévolent, qui est le méchant de tête, là. Mm-hmm. Et puis là, il va dire, ben, de ce que je comprends de lui, ben, il peut pas agir comme ça parce qu'il le met comme dans une impasse, au final, en se battant contre lui. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique que seul Tron peut penser. Mais qui, justement, pense à une préparation comme 5 moves d'avance là, sur un échiquier. Puis le combat qui se déroule entre Yves le Bénévolent puis Tron tout au long du livre est très bien timé, très bien pacé. Donc, tu sais, c'est pas trop vite. Il y a des échanges entre les deux, puis on voit que c'est le fun. Donc, c'est le fun de voir ces déroulements-là. Là. Et puis, il y a un élément qu'on n'a pas discuté. En fait, 2 éléments qu'on n'a pas discuté. Il y a Lexberg qui le mentionne dans le chat, que j'imagine que vous aussi, comme moi, vous vous attendiez à entendre parler des Grisques, ce qui n'a pas du tout été le cas là, dans ce livre-là. Est-ce que vous pensez qu'ils vont être de retour pour les suites? Moi, honnêtement, je pense pas. Parce que la façon qu'on en entend parler dans la trilogie de Tron précédente, c'est comme si même pour Tron, c'est nouveau. Là, c'est pas quelque chose qui a découvert. Pas qu'il a découvert, mais je veux dire qu'il était au courant déjà
Donc, ils peuvent pas introduire des Chiss dans cette trilogie-là parce que le lien, je trouve que ça n'aura pas un lien avec la trilogie précédente. Il n'y aura pas l'effet de ah oui, c'est nouveau, ça je connaissais pas ça, les Gris pis tout, quand en fait il était au courant ou quoi que ce soit, puis. Fait que non, moi je pense qu'on les verra pas. Ou si on les voit, ça va être en passage ou quelque chose comme ça, tu sais, un peu comme certaines autres races qu'on entend parler, qui font partie du chaos, mais ça, c'est ça, ça sera pas rien de prise en place. Mm-hmm. Puis, autre élément, on l'a pas abordé comme bien des affaires, là, mais je voulais vous parler de l'ancienne capitale des Chiss. Donc, on apprend que c'est ça, l'ancienne capitale a été dévastée, là, et que la population a été évacuée, même s'ils font encore semblant qu'il y a beaucoup de monde, là, juste pour intimider, on va dire, les peuples, les menaces extérieures. Mais que c'est ça, ils vivent en souterrain avec des lumières qui recréent l'apparence de soleil, là, etc. Comment vous avez trouvé toute cette partie-là là, c'est pas c'est Tron qui le découvre, mais on a aussi la Caretaker justement là, qui va qui va passer les épreuves là, pour monter de rang là, dans la hiérarchie familiale. Pour ne pas être déshérité. ouais. Puis pouvoir continuer justement à aider Tron, mais c'est ça. Je pense que ça fait partie de l'histoire des Chiss, puis c'est quelque chose qui est quand même intéressant sur la vanité, puis comment est-ce que les Chiss veulent être perçus par les autres races dans le chaos, puis à quel point ils veulent faire, du moins à croire aux autres qui ont le contrôle sur la situation. Donc c'est intéressant de voir que justement la majorité des Chiss, comme la majorité des gens du public, peuvent penser quelque chose politiquement parlant, alors que c'est quelque chose tout le contraire qui va se passer, mais que à cause de la compartimentalisation d'informations, les gens sont pas au courant. Puis c'est pratiquement mieux comme ça parce que sur le moral, ça pourrait avoir des effets néfastes sur toutes les Chiss. Puis c'est des décisions comme ça là, qui sont prises par l'ascendance, les syndics de l'ascendance. Puis c'est le fun de voir la gestion de crise entre guillemets autour de ce problème-là. Ouais. Mais moi j'ai vu ça comme une analogie de tout justement, que ce soit Tron ou la société Chiss, que dans le fond justement c'est les apparences qui comptent plus que la réalité. Puis que c'est ça, des simples apparences ou impressions peuvent être une arme plus puissante que des armes militaires, là, tu sais. Donc, là, c'est vraiment une arme de dissuasion, dans le fond, dans ce cas-ci. Ouais. Mais j'ai bien aimé aussi le concept, j'ai trouvé que ça faisait différent, ça faisait, tu sais, ça fait qu'on se sent quand même dans un univers Star Wars crédible, mais c'est pas quelque chose qu'on avait déjà eu, là, le fait que toutes les populations vivent dans des méga tunnels et grottes là, toutes reliées justement par des grands tunnels avec des trains rapides là. Si on peut appeler ça des trains, en tout cas des transports en commun rapides. Puis ça m'a rappelé d'autres œuvres de science-fiction, mais j'ai trouvé que c'était quand même très bien intégré justement dans Star Wars. Fait que c'est tous des petits éléments que pris à part, tu te dis qu'est-ce que ça apporte à l'histoire, tout ça, mais que comme tu disais, Seb, au global, ça nous fait justement un backstory à la société, là, une base là, sur laquelle bâtir de quoi d'intéressant. Là. Peu importe Timothy Zahn veut s'en aller vers quelle direction. Là. Fait que, moi aussi, c'est pas mal ça. Si, à moins que vous ayez autre chose, j'inviterais peut-être JF à nous lire la critique de notre leader suprême, Danny, qui a lui aussi lu Chaos Rising, nous a laissé un petit mot rapide. Oui, alors Danny nous dit que c'est du grand Timothy Zahn, c'est excellente écriture, un superbe world building. Malheureusement, ce roman n'est pas accessible pour tous les fans et c'est son gros défaut. Si t'es pas familier avec Tron, que ce soit par les romans Légende, Canon ou la série Rebels, ce roman n'a pas d'impact, du moins pour le moment. Ce n'est pas un roman pour le fan lambda qui n'a vu que les films, car pour eux, il y a seulement que le caméo d'Anakin Skywalker comme référence. Donc, il lui donne un 12/20 car c'est un excellent roman de science-fiction
de science incluant l'ambiance Star Wars, mais il manque de connexion avec l'univers Star Wars officiel grand public. Il y a quand même les mots Star Wars sur la couverture. Donc, sinon, il aurait donné une note de 18 sur 20. Ben, c'est excellent. Écoutez, messieurs, c'est sur ces quand même très bonnes critiques là, qu'on va conclure cette édition de Star Wars en direct littérature. Comme toujours, si vous avez des suggestions, commentaires ou réactions sur ce qu'on vient de discuter, ben, venez en discuter avec nous sur Facebook, sur Twitter, Instagram, dans notre Discord ou notre chaîne YouTube. Je précise, ces temps-ci, on a des super discussions là, sur le Discord sur plein de sujets, que ce soit films, livres, les jeux, etc. Et je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Ce qui est très le fun, c'est que tout se fait quand même dans le respect des avis de chacun. Là. Puis je trouve que c'est relativement rare dans le petit monde de Star Wars pour que ça mérite d'être mentionné. Je pense qu'on n'a pratiquement jamais eu affaire de police là, sur notre Discord, là, malgré les avis très tranchés parfois ou très opposés. Fait que venez jaser avec nous de tout ça, c'est bien le fun. Et ben évidemment, n'hésitez pas à partager nos épisodes sur vos réseaux sociaux pour faire croître la communauté de Star Wars en direct. Côté ce qui nous attend les prochaines émissions, qu'est-ce qu'on a au programme, Seb? Ben, y a GF qui va nous délester de sa petite crotte sur le cœur dans un prochain Star Wars en direct Gamers qui va concerner Star Wars Squadrons, le nouveau jeu de EA. Qui semble avoir plusieurs lacs, de ce qu'on comprend. Petite tape d'encouragement, GF. On a aussi un Star Wars littérature sur la bande dessinée Fallen Order, Dark Temple et Galaxy's Edge qui s'en vient. Et Francis, je crois que c'est toi et Loïc qui allez faire un Star Wars en direct littérature sur la BD de Vador Sombre Vision et l'ascension de Kylo Ren. Ouais, exactement, on fait ça dans quelques jours, donc c'est ça, on va avoir plusieurs épisodes de comics là, à vous partager prochainement. Donc, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Et que la force soit avec vous.